Êtes-vous prêt? Deuxième session. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à la deuxième session du cours de gestion du poids. Êtes-vous prêt? Je m'appelle Lise Picard et je vais vous guider tout au long de cette session. Assurez-vous d'avoir un exemplaire du journal de réflexion, car je vous demanderai à plusieurs reprises de répondre aux questions et de réfléchir à vos propres comportements. Ayez également votre feuille d'objectifs de la première session à portée de main. Voici les sujets que nous allons couvrir ce soir. Nous commencerons par passer en revue les objectifs que vous vous êtes fixés lors de la première session. Nous expliquerons ensuite les effets du stress et du sommeil sur la gestion du poids. Ensuite, nous parlerons de l'activité physique, puis je vous donnerai des conseils pour planifier vos repas, faire votre épicerie et cuisiner. Nous terminerons le cours en discutant des médicaments et des interventions chirurgicales qui peuvent complémenter votre perte de poids. Avis de non-responsabilité. Si vous avez des besoins particuliers en matière d'activité physique, consultez votre médecin ou un membre du personnel infirmier. La plupart de nos messages suivent les directives canadiennes en matière d'activité physique. Commençons par ouvrir le journal de réflexion. Prenez le temps de lire la page 2. Répondez à la question 1 sur l'importance de modifier vos habitudes en matière d'activité physique, ainsi que sur la préparation et la confiance nécessaires pour y parvenir en notant votre réponse sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, 1 signifie que les changements ne sont pas très importants et 10 signifie qu'ils sont très importants. Je vais maintenant vous demander de revoir les objectifs que vous avez définis à la fin de la première partie. Les avez-vous atteints? Vous n'avez pas réussi? Quels défis avez-vous rencontrés? Passer en revue vos objectifs est un élément important de la définition des objectifs. Cela permet de mieux comprendre les raisons de vos succès et comment mieux atteindre vos objectifs de santé. Si vous avez atteint votre objectif, tant mieux. Mais ce n'est pas fini. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser. Que souhaitez-vous faire maintenant? Souhaitez-vous principalement maintenir ce changement? Si votre objectif était difficile à atteindre, c'est peut-être une bonne idée de le poursuivre. En revanche, votre objectif était réellement facile à atteindre, vous pourriez envisager d'en ajouter un autre. Si vous n'avez pas atteint votre objectif, interrogez-vous sur la cause. Voici quelques questions pour vous aider à revoir, réfléchir et ajuster vos objectifs. L'objectif était-il précis? L'objectif était-il réaliste? Avez-vous consacré les ressources nécessaires pour l'atteindre? Avais-je un suivi à faire? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Comment vais-je m'adapter la prochaine fois? En règle générale, il est conseillé de revoir ses objectifs toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Veuillez prendre un moment pour répondre à la question 2 du journal de réflexion. Nous allons maintenant nous intéresser à 2 autres facteurs qui peuvent avoir un effet sur votre poids, le stress et le sommeil. Le stress affecte notre capacité à perdre du poids. Il y a plusieurs raisons à cela. Lorsque nous sommes stressés, nous avons généralement plus de mal à manger sainement. Nous pouvons manger pour essayer de satisfaire des besoins émotionnels et cette faim du cœur est plus rassasiée par des aliments réconfortants comme les croustilles ou le chocolat. En outre, la recherche montre que nous faisons moins d'exercice lorsque nous sommes stressés, même si l'exercice peut être un excellent moyen de soulager le stress. Voyons ensemble quelques moyens de gérer le mécanisme qui vous pousse à manger vos émotions. Assurez-vous d'abord de prendre des repas réguliers et équilibrés. Manger régulièrement vous aide à gérer votre faim. Donc, vous céderez probablement moins à la tentation de manger sous l'effet du stress.
Il est important de savoir que tout le monde ne mange pas plus lorsqu'ils sont stressés. Chez certaines personnes, l'appétit diminue sous l'effet du stress. Sauter des repas peut conduire à des excès alimentaires plus tard. Deuxièmement, évitez d'avoir des aliments tentants à portée de main. Vous ne pouvez céder à l'impulsion de manger des chips si vous n'en avez pas à la maison. De plus, avant de manger, demandez-vous si vous avez physiquement faim. Si la réponse est non, trouvez autre chose à faire. Distrayez-vous. Il existe de nombreuses façons de gérer le stress sans se tourner vers la nourriture. Consultez un professionnel pour obtenir de l'aide à ce sujet. Enfin, bien dormir peut vous aider à mieux gérer votre stress. Tout comme dans le cas du stress, notre corps subit des changements physiologiques en fonction de la durée de sommeil. Cette diapositive montre que le niveau de ghrelin, l'hormone qui stimule notre appétit, augmente avec le manque de sommeil. Inversement, la leptine, l'hormone qui indique que nous sommes rassasiés, diminue. De plus, de nombreuses études montrent un lien entre le manque d'heures de sommeil et l'obésité. Le sommeil étant important pour la santé globale et la gestion du poids, voici quelques conseils tirés du site web de la National Sleep Foundation. Adoptez une heure fixe de coucher et de réveil. Prévoyez 30 minutes pour vous détendre. Évitez les écrans avant le coucher. Dormez dans une pièce sombre et fraîche. Choisissez un environnement silencieux ou écoutez un bruit blanc. Adoptez une heure fixe de coucher. La durée optimale de sommeil pour les adultes est de 7 à 9 heures par nuit. Veuillez prendre un instant pour répondre aux questions 3 et 4 de la page 3 du journal de réflexion. Veuillez prendre un instant pour répondre aux questions. Activité physique. Nous allons maintenant passer à la partie consacrée à l'activité physique. Il est prouvé que l'activité physique contribue davantage au maintien du poids qu'à la perte de poids. Par maintien du poids, on entend conserver un poids relativement stable. Nous allons regarder une vidéo sur l'activité physique. Asseyez-vous confortablement et profitez de cette pause vidéo. Bonjour, Dr Manon Côté ici pour le Dr Mike Evans. Bienvenue à cette présentation visuelle qui s'appelle 23h30. J'ai un intérêt marqué pour la médecine préventive, comme des interventions contre le cancer, manger plus de fibres, avoir un réseau social comme dans le vieux sens du mot, diminuer son poids, sa consommation d'alcool, de tabac, contrôler son cholestérol et sa tension artérielle. Tout cela est incroyablement important et je ne veux pas minimiser vos efforts dans aucune de ces catégories. Par contre, je veux savoir qu'est-ce qui vient en premier. Qu'est-ce qui a le plus gros impact, qui vous donne le meilleur retour sur votre investissement, qui fait la plus grosse différence pour votre santé? Bien, j'ai fait ma recherche et j'ai trouvé une réponse pour moi. C'est subtil car toutes ces choses peuvent s'entrecouper, mais j'ai choisi cette intervention pour son ampleur et parce qu'elle travaillait sur une multitude de problèmes de santé. Je vais vous énumérer une liste rapide. Cette intervention, chez les gens avec de l'arthrite du genou qui recevaient un traitement 1 heure, 3 fois par semaine, a réduit la douleur et l'invalidité par 47%. Chez les patients plus âgés, cela a réduit la démence et l'Alzheimer par environ 50%. Pour les patients à haut risque de diabète, couplé avec d'autres interventions de santé, il y a eu une réduction de la progression du diabète de 58%. Les femmes postménopausées qui ont eu 4 heures par semaine de traitement ont eu une réduction de 41% de fractures de la hanche. Dans une grosse méta-analyse, il y a eu une réduction de l'anxiété de 48%. Pour les patients qui souffrent de dépression, 30% ont été soulagés avec une petite dose et 47% avec une augmentation de la dose. Un suivi de 10 000 anciens de Harvard pour plus de 12 ans a démontré que ceux qui ont eu l'intervention avaient 23% moins de risque de décès que ceux qui n'ont pas eu le traitement.
C'est le traitement numéro 1 de la fatigue. Ma mesure de résultat favorite est la qualité de vie, et ça inclut tout SEO. Le but, c'est d'améliorer sa vie pour le mieux. Ce traitement a démontré à plusieurs reprises d'améliorer la qualité de vie. Donc, la question est, quelle est cette médication et qu'est-ce que 23h30? Eh bien, c'est l'exercice. Surtout la marche, pas obligé de faire des triathlons. Je vais vous le dire d'une autre façon. Ce que je vous demande de faire est de penser à votre journée typique, un 24 heures. Vous allez passer la majorité de votre journée, bien, cela varie, mais pitonner de votre divan, travailler, dormir. Et l'évidence que je vais vous montrer me dit que la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre santé est d'être actif pour au moins 30 minutes par jour. Peut-être une heure. Et si vous pouvez faire cela, vous réaliserez tous les bénéfices que je viens de vous énumérer dans les autres diapositives. Alors, laissez-moi vous renseigner sur la littérature. Stephen Blair, lui, il est professeur au Arnold School de santé publique à l'Université de Caroline du Sud. Il a fait une étude longitudinale. Il a suivi 50 000 femmes et hommes sur une période de temps. À gauche de ce graphique, on retrouve les fractions attribuables, qui est un mot un peu sophistiqué, mais ça estime le nombre de morts qui auraient pu être évités dans une population si le facteur de risque précis aurait pu être aboli. Par exemple, si un fumeur devenait un non-fumeur, une patate de sofa devenait un marcheur quotidien. À l'axe du bas, il y a les facteurs de risque typiques comme l'hypertension et plusieurs autres. Mais celui qui a donné le plus de risques était d'avoir un mauvais niveau de conditionnement physique. Donc, d'être déconditionné était le plus gros prédicteur de mort. C'est important, car la plupart des études que l'on a sont subventionnés par des compagnies pharmaceutiques ou d'autres compagnies parce qu'elles ont un médicament à vendre pour l'hypertension, le cholestérol élevé ou le diabète. C'est rare qu'on voit l'activité physique dans ce lot. Donc, c'est bien d'avoir une étude moins en silo. Le travail de Blair est intéressant. Il a fait une autre étude où il a regardé l'obésité. Il a trouvé deux choses. L'obèse sans exercice donne une combinaison vraiment terrible. Il a plusieurs conséquences très négatives sur la santé générale. Mais si la personne obèse était active, même si elle n'avait pas de perte de poids et était active, l'exercice améliorait la conséquence négative sur sa santé. Donc, si l'exercice est un médicament, quelle est la dose? Lorsque je pense à dose, je pense combien de temps, combien de fois et à quelle intensité. Je vais vous donner un message un peu mixte, mais essentiellement, plus d'activité est mieux. Mais le taux de retour diminue après 20 à 30 minutes par jour. Donc, si vous êtes actif moins de 150 minutes par semaine ou 1 heure pour un enfant, un drapeau devrait se lever. Mon message personnel sur cela est que la littérature nous peinture un portrait un peu large et nous voyons une bonne différence lorsque quelqu'un passe de faire rien à faire un peu et par la suite la différence est moins évidente. Prenons l'étude sur les infirmières. Elles sont parties de rien à 1 heure par semaine d'activité. Cela a diminué la maladie cardiaque par une moitié. Donc on peut diviser par 10 minutes, 10 minutes et 10 minutes pour 30 minutes d'exercice. À plus haute intensité, on aurait besoin de moins de temps. Mais la perle clinique ici est de penser à votre style et à vos habitudes de vie. Ferez-vous de l'exercice seulement si vous avez des plans avec vos amis ou en couple pour prendre des marches? Un chien est excellent pour garder la forme physique. Une étude a démontré que les propriétaires de chiens pouvaient marcher 158 minutes par semaine. Et bien sûr, il y a le transport communautaire. Il faut débarquer un arrêt plus tôt et prendre les escaliers. Je vais vous parler de quelques données intéressantes que j'ai relevées dans la littérature. La première vient du Japon. En 1990, au Japon, une grande compagnie nommée Osaka demandait à tous leurs employés de faire une évaluation médicale. Ils se sont posé une super bonne question. Ils voulaient savoir si les gens qui marchaient au travail avaient moins de risques de développer de problèmes sérieux de santé. Dans ce cas précis, l'hypertension. Ils ont trouvé que pour moins de 10 minutes de marche, il n'y avait pas de différence. De 11 à 20 minutes, il y avait 12% de différence dans la réduction d'hypertension. Et lorsque les gens faisaient 21 minutes de plus de marche, il y avait 29% de réduction dans le taux d'hypertension. Donc, les auteurs ont calculé que pour chaque 10 minutes d'augmentation de marche pour se rendre au travail, il y avait une réduction de 12% du taux d'hypertension. L'autre étude touche les stents.
C'est rendu fréquent en médecine. Ici, vous pouvez voir une artère qui est bloquée et le chirurgien a fait une intervention et a mis un stent pour laisser l'artère ouverte. C'est génial. Il y a un chercheur allemand qui s'appelle Rainer Hembricht. Il a pris environ 100 patients cardiaques et il a fait faire de l'exercice aérobique à la moitié du groupe. L'autre moitié a eu un stent high-tech et est retournée à leurs activités normales. Après un an, 88% avaient aucun événement comparé à 70% de ceux qui ont eu un stent. Donc, les deux interventions ont marché. Mais je trouve cela quand même incroyable que l'intervention low-tech a fait une plus grande différence. Et il faut se souvenir que le stent ne fait que traiter une seule artère. L'autre façon d'y penser, c'est à l'inverse. Je vais vous parler de sédentarité. Un chercheur nommé Leonard Bierman voulait quantifier cela en Australie. Il a fait une grosse étude et il a comparé des gens qui ne regardaient pas la télévision à ceux qui en regardaient en moyenne 6 heures par jour. Cela avait une espérance de vie de 5 ans de moins. Je trouve ça quand même incroyable et je me dis, mais qui regarde 6 heures de TV par jour? Eh bien, vous imaginez que l'adulte moyen aux États-Unis regarde environ 5 heures par jour de TV ou d'écran. Alors, je trouve cela fascinant qu'on ne regarde pas la télévision comme quelque chose de mauvais pour la santé. Et c'est clairement un facteur de risque important pour des problèmes de santé chronique. Alors, je vais vous laisser avec mes 2 points. Le premier est Jerry Garcia, le chercheur de Grateful Dead. Il a dit que quelqu'un doit faire quelque chose. C'est juste pathétique que ça doit être nous. Et c'est vrai, ça doit être nous. Et comme Hippocrate nous a dit, marcher est la meilleure médecine de l'homme. Je vais finir en vous demandant une question. Peut-être que cela vous présentera un défi personnel, que vous êtes occupé avec le travail, les enfants, ou vous avez d'autres priorités. Ma question pour vous est, est-ce possible de limiter votre sommeil et votre position assise pour seulement 23h30 par jour? Pensez-y. Merci beaucoup. Que pensez-vous du message de cette vidéo? Pensez-vous que le temps d'activité physique recommandé soit raisonnable? Pratiquez-vous déjà une activité physique une demi-heure par jour? Si ce n'est pas le cas, quels sont les obstacles qui vous empêchent de le faire? L'activité physique a de nombreux bienfaits autres que le contrôle du poids. Je vous laisse quelques secondes pour lire ces diapositives. Vous pouvez constater que même une seule séance d'activité physique procure des bienfaits à court terme, comme l'amélioration du sommeil, de l'énergie, réduction du stress, diminution de la tension artérielle, etc. D'autres bienfaits se font ressentir après plus de temps et de pratique. Lequel de ces objectifs vous intéresse? Le docteur Mike Evans ne s'est pas attardé sur la perte de poids qui résulte d'une hausse de l'activité physique. En effet, si l'on peut s'attendre à perdre un peu de poids quand on bouge davantage, c'est quand on combine activité physique régulière et meilleur choix alimentaire que l'on peut prévoir une perte de poids importante. L'exercice physique est utile, en particulier pour le maintien du poids, mais il ne faut pas compter uniquement sur le sport pour perdre du poids. Ouvrez votre journal de réflexion. Prenez le temps de réfléchir aux obstacles qui vous empêchent de pratiquer une activité physique et répondez aux questions 5 à 7. Au fil des prochaines diapositives, n'hésitez pas à ajouter des conseils en réponse à la question 8. Nous allons maintenant passer en revue quelques études de cas qui vous permettront de réfléchir à des solutions pour surmonter les obstacles que vous rencontrerez. Voici une liste des obstacles les plus courantes. Manque de temps. Voici Margaret, le sujet de notre première étude de cas. Elle a 2 enfants et elle est très occupée. Elle travaille à temps plein dans un bureau et passe la plupart de son temps libre à s'occuper de ses enfants, préparation des repas et accompagnement aux diverses activités. Le mari de Margaret travaille dans l'une des mines de diamants et s'absente pour des périodes de 2 semaines. Elle estime que son principal obstacle pour faire de l'activité est le manque de temps. Quels conseils ou suggestions pouvez-vous donner à Margaret
pour intégrer l'activité physique à son emploi du temps chargé. Si vous êtes comme Margaret et que vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps de faire de l'exercice, voici quelques suggestions. Décomposez l'activité en de plus petites périodes. Essayez de faire des séances de 10 minutes 3 fois par jour. Prenez un rendez-vous avec vous-même et honorez-le. Réservez du temps dans votre emploi du temps pour faire de l'exercice et ne laissez pas d'autres tâches vous empêcher de prendre ce moment pour vous. Faites une pause café active. Faites le tour du pâté de maison, montez les escaliers, créez un groupe de marche au travail. Si vous le pouvez, marchez pour vous rendre au travail ou pour faire vos courses. Nous avons la chance qu'au territoire du Nord-Ouest, toutes les collectivités sont petites et la plupart des endroits sont accessibles à pied. En intégrant l'activité physique à votre emploi du temps quotidien, il est beaucoup plus facile d'atteindre l'objectif de 30 minutes par jour. Enfin, faites-en une priorité. Prenez conscience que si vous voulez atteindre vos objectifs de santé, c'est quelque chose que vous devez faire. Les activités des enfants sont importantes, mais il est tout aussi important que Margaret ait ses propres activités. Voici Jérémie, le sujet de notre deuxième étude de cas. Il travaille dans un bureau et se déplace généralement en voiture. Il rentre généralement chez lui et passe la soirée à bricoler ou à regarder la télévision. Jérémie sait qu'il devrait faire plus d'exercice et qu'il a le temps de le faire. Mais faire de l'exercice devant d'autres personnes le met mal à l'aise. Il garde un mauvais souvenir de ses camarades de classe qui se moquaient de lui parce qu'il était en surpoids et qu'il n'était pas très doué pour le sport. Quels conseils pourriez-vous donner à Jérémie pour l'aider à atteindre ses objectifs en matière d'activité physique? Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour faire de l'exercice, sachez que vous pouvez choisir l'activité physique qui vous plaît. Il peut s'agir de jardiner, de jouer au parc avec vos enfants ou vos petits-enfants, ou de promener le chien. Toute activité qui vous fait bouger est bonne. Choisissez des activités qui vous conviennent. Si vous vous sentez mal à l'aise ou anxieux à l'idée de participer à un cours d'entraînement physique, vous n'êtes pas obligé de le faire. Assurez-vous de faire des choses qui vous plaisent. Faites de l'exercice avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise ou qui vous font vous sentir bien dans votre peau, comme des amis ou des membres de votre famille. Faites de cette activité une sortie pour vous et vos amis. Essayez de trouver quelque chose que vous avez hâte de faire. Il est très important de ne pas se comparer aux autres. Le niveau de chacun et de chacune est différent. Pour atteindre votre objectif d'activité physique, il vous faut y aller par étapes. Remettons les pendules à l'heure. Les gens vous regardent-ils ou vous jugent-ils vraiment? Les gens sont dans leur propre monde la plupart du temps. Ils se concentrent sur leur journée ou, s'ils sont à la salle de sport, sur leur propre entraînement. Et si quelqu'un vous regarde, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il ou qu'elle pense. Peut-être que cette personne vous admire car vous êtes actif. Vous ne pouvez pas savoir. Il n'est pas facile de se débarrasser du sentiment que tout le monde vous observe. Cela prend du temps. Mais affronter ce malaise initial est l'un des moyens d'aller de l'avant. Voici Michel, le sujet de notre troisième étude de cas. Elle est enseignante au primaire. Elle passe la majeure partie de la journée debout et est généralement épuisée lorsqu'elle rentre à la maison. Elle se prépare un repas rapide et passe la soirée à se détendre. Michel a l'impression d'être trop épuisée pour faire une activité le soir et elle a également l'impression d'être suffisamment occupée par son travail pour ne pas avoir besoin de faire de l'exercice. Quels conseils pouvez-vous donner à Michel pour améliorer son niveau d'activité?
Pensez-vous qu'elle devrait prendre le temps de faire de l'activité même si elle a un travail actif? Si vous avez l'impression de manquer d'énergie, réfléchissez à votre journée et voyez à quel moment vous avez le plus d'énergie. Il peut s'agir de faire quelque chose dès le matin ou pendant l'heure du dîner si vous vous sentez trop fatigué le soir. Rappelez-vous que vous aurez plus d'énergie après avoir fait de l'exercice. Comme nous venons de l'apprendre dans la vidéo, l'activité est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous donner de l'énergie. Si cela vous aide, prévoyez des activités à plusieurs personnes. Vous vous sentirez plus responsable et motivé pour faire de l'exercice. Les chiens sont aussi une grande source de motivation pour être actifs. Selon les directives canadiennes en matière d'activité physique, les adultes devraient faire 150 minutes d'activité modérée à vigoureuse chaque semaine par tranche de 10 minutes ou plus. L'exercice modéré comprend le vélo et la marche rapide. Les activités vigoureuses comprennent des activités comme le jogging ou le ski de fond. Il est également important d'inclure des activités de renforcement musculaire et osseux 2 fois par semaine pour favoriser l'équilibre. Même si Michel est physiquement active dans le cadre de son travail, il lui serait certainement utile de faire un peu d'exercice. L'exercice est un mouvement planifié et structuré qui vise à augmenter le rythme cardiaque, à renforcer les muscles, à améliorer l'équilibre. Avoir un travail actif est une bonne chose, mais cela ne conférera pas suffisamment les besoins de l'exercice. Où faire de l'exercice au territoire du Nord-Ouest? Quelle activité aimeriez-vous pratiquer dans votre collectivité? Selon l'endroit où vous vous trouvez au territoire du Nord-Ouest, vous pourrez pratiquer différentes activités physiques. Voici quelques idées pour faire de l'exercice dans votre collectivité. Les piscines, les pistes de marche, intérieures ou extérieures. À Yellowknife, nous avons la chance d'avoir plusieurs salles de sport, comme le racquetball, le breakaway fitness, le Stanley Boxing and Fitness, Anytime Fitness, Collective Soul, etc. Les studios de yoga. Programmes récréatifs. Tennis, football, squash, pickleball. Événements communautaires. Fort Smith, le Paddle Fest, et River, les rencontres d'athlétisme du territoire. Les activités traditionnelles comme la chasse, la pêche et le piégeage. Dans certaines collectivités plus petites, vous devez peut-être vous concentrer sur les promenades à l'extérieur ou des salles de sport en ligne, des applications ou vidéos d'entraînement physique. Vous pouvez aussi acheter du matériel pour faire de l'exercice chez vous. Voyez ce que votre collectivité propose. Nous approchons la fin de cette section et nous aimerions vous donner quelques minutes pour choisir un objectif d'activité physique que vous aimeriez atteindre au cours de la semaine prochaine. Dans le journal de réflexion, à la page 5, il y a aussi une autre feuille d'objectifs sur laquelle vous pouvez consigner le but que vous vous fixez. Et comme dans la première session, nous vous encourageons à vous fixer des objectifs SMART en veillant à ce qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. N'hésitez pas à mettre ce cours en pause pour prendre le temps de planifier votre objectif. Planifier, acheter et cuisiner. Nous allons maintenant parler de la préparation et de la planification des repas. Planifier ses repas et faire des listes d'épicerie permet d'économiser beaucoup d'argent car cela permet de profiter des promotions et d'éviter les achats impulsifs. Je vous montrerai comment obtenir le prix le plus bas pour vos aliments habituels et comment réduire le gaspillage de nourriture. Cuisiner plus souvent à la maison signifie manger moins souvent à l'extérieur,
ce qui permet également de faire des économies. Planifier ses repas, c'est s'épargner du stress. Nous savons tous ce que c'est que de rentrer à la maison à la fin de la journée affamé sans avoir prévu de souper. Préparer vos repas à la maison vous permet de contrôler leur composition et ainsi opter pour des aliments plus sains. Une fois votre organisation en place, cela vous fait aussi gagner du temps. Vous aurez moins besoin d'aller à l'épicerie et vous fatiguerez moins pour préparer les repas. L'un des principaux objectifs de cette partie du cours est de vous aider à savoir préparer rapidement et facilement des repas nutritifs. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, cela vous prendra un petit peu de temps au début, comme pour toute nouvelle activité. La personne qui fait généralement l'épicerie et la cuisine est appelée le gardien ou la gardienne de la nutrition. Parfois, plusieurs personnes assument ce rôle dans un même foyer. Sur l'illustration, on voit que cette personne contrôle en grande partie ce que mange sa famille, ce qui peut avoir un impact sur la santé de tous. Enfin, la cuisine est une activité créative qui peut être très amusante. C'est aussi un excellent moyen de passer du temps en famille. Ouvrez votre journal de réflexion. Prenez le temps de répondre aux questions 1 et 2 du journal de réflexion à la page 6 dans la section consacrée à la planification des repas. Voici quelques conseils pour faire vos achats. Allez moins souvent à l'épicerie. Essayez d'y aller 2 fois par semaine, une fois pour faire le plein et une autre fois en milieu de la semaine pour acheter des aliments frais comme du lait, des fruits et des légumes. Profitez des promotions hebdomadaires. Cela vous permettra d'économiser de l'argent et vous donnera des idées de menus pour la semaine suivante. Planifiez vos repas. Choisissez des recettes pour la semaine à venir. Faites une liste d'épicerie afin d'éviter de manquer de certains ingrédients lorsque vous voudrez cuisiner. Réapprovisionnez votre garde-manger. N'attendez pas d'être à court de quelque chose pour le racheter. Par exemple, lorsque vous ouvrez votre dernier pot de beurre d'arachide, inscrivez-le sur votre liste de courses. Vous pouvez surveiller les promotions pendant quelques semaines et vous aurez le temps d'attendre un rabais. Cela peut vous faire faire de belles économies. Conseil numéro 1. Ne faites pas vos courses quand vous avez faim. La plupart d'entre nous connaissent cette règle. Même si nous en sommes conscients, il peut être difficile de limiter nos achats si nous faisons nos courses lorsque nous avons faim. Manger avant d'aller faire ses épiceries est une bonne règle de base. Cette astuce vous permettra de faire des choix plus judicieux et d'économiser de l'argent. Une autre astuce consiste à utiliser l'application Flip est une application gratuite qui peut vous aider à planifier vos repas et à faire vos courses et à faire de belles économies. Elle permet de vous créer vos listes d'épicerie et de les conserver à portée de main sur votre téléphone. Elle vous permet de rechercher toutes les offres promotionnelles de votre région sur la base de votre code postal. Vous pouvez consulter les promotions hebdomadaires et créer une liste d'épicerie en appuyant sur les articles que vous souhaitez acheter. Vous pouvez également ajouter à votre liste des articles qui ne figurent pas parmi les promotions, comme les épices que vous venez de terminer. L'application présente aussi une fonction qui permet de faire de grosses économies. Vous pouvez chercher vos articles préférés. Pour reprendre l'exemple du beurre d'arachide, vous pouvez ajouter le beurre d'arachide à votre liste et le système cherche le beurre d'arachide dans tous les magasins de votre région et vous indique où il est le moins cher afin que vous sachiez où l'acheter. Nous espérons que vous l'essayerez et que vous profiterez de ces nombreux avantages.
Vous pouvez lire les autres conseils affichés à l'écran. Vous pouvez préparer vos repas de différentes manières, en fonction de vos préférences culinaires, du temps dont vous disposez et de la place dont vous disposez dans votre réfrigérateur et votre congélateur. Cuisiner des repas frais tous les jours est ce qui prend le plus de temps. Parfois, les personnes qui n'aiment pas les restants choisissent cette option. Une autre option est de toujours cuisiner des portions plus importantes ou doubles pour manger les restants un autre jour. C'est une bonne chose pour les familles très occupées. Une troisième option est de cuisiner en grande quantité. Vous préparez une très grande quantité, vous la divisez et la congelez en parts individuelles, que vous décongelerez ensuite selon vos besoins. Cela peut être très utile pour un petit ménage avec 1 ou 2 personnes. Tenez compte du temps que vous souhaitez passer dans la cuisine et de l'espace de rangement dont vous disposez. Cela vous aidera à planifier vos repas et à dresser votre liste d'épicerie. Idées de repas. Nous allons maintenant parler des idées de repas. Dans le journal de réflexion aux pages 6 et 7, aux questions 3 et 6, vous pouvez noter les idées de repas que vous voyez et que vous aimeriez essayer vous-même. Idées de déjeuner rapide et sain. Voici quelques idées pour le déjeuner. Vous vous souvenez du guide alimentaire dont nous avons parlé. Ici, en Amérique du Nord, nos déjeuners ont tendance à être riches en glucides. C'est pourquoi nous suggérons parfois un tiers de protéines, un tiers de féculents et un tiers de fruits. La plupart des gens veulent une option simple et rapide parce qu'ils sont plus pressés le matin. La rangée du haut propose quelques idées de déjeuner rapide. Des tartines de pain au grain entier avec du beurre d'arachide et des fruits, ou des céréales au grain entier avec des fruits. Les boissons fouettées sont également des choix populaires. Si vous avez plus de temps le matin, voici d'autres idées. Un œuf sur le plat sur une tartine grillée avec de l'avocat. Vous pouvez également préparer un œuf McMuffin maison, c'est-à-dire un muffin anglais au grain entier avec une tomate, un œuf et un avocat. Les œufs durs sont un aliment protéiné pratique à conserver dans le réfrigérateur. Vous pouvez en prendre au déjeuner, au dîner ou au goûter. Passons maintenant au repas du midi. Apportez votre repas au travail au lieu de manger à l'extérieur ou de prendre un repas rapide à l'épicerie est une bonne option. Vous ferez de belles économies en plus de manger sans doute quelque chose de plus complet et de plus savoureux, ce qui vous aidera au bout du compte à atteindre vos objectifs en matière de santé. Voici un choix pour faire son propre dîner. Il y a une salade de poulet pour les sandwichs. Il suffit de l'étaler sur 2 tartines de pain au grain entier, un bol de légumes ou une salade préparée avec une vinaigrette peu calorique est aussi une bonne idée. On voit aussi 2 portions d'un restant de soupe. Règle générale, s'il y a suffisamment de restants pour un autre repas, gardez-les pour un souper. Mais sinon, faites-en des portions individuelles pour les dîners. Toujours avoir aussi du yogourt et des fruits frais à portée de main. Passons maintenant au repas du soir. Un conseil. Essayez de planifier vos repas au moins 24 heures à l'avance. Vous aurez ainsi le temps de décongeler de la viande ou d'acheter les ingrédients dont vous avez besoin au magasin. L'utilisation d'un planificateur de repas hebdomadaire est encore plus efficace, car vous pouvez ainsi cuisiner tous vos repas à l'avance. Lorsque vous planifiez vos repas, demandez-vous quels sont les jours les plus chargés pour vous. Si vous savez que le mercredi est un soir de hockey pour vos enfants, vous pouvez planifier de manger des restes ce soir-là. Regardez régulièrement dans votre réfrigérateur. Avez-vous des restes qui ne vous suffisent plus pour un repas complet? Avec un peu de riz, faites un sauté ou ajoutez un blanc de poulet à une soupe. C'est une bonne idée de trouver quelques recettes que vous et votre famille appréciez et de les alterner, car vous savez les préparer,
Votre famille les aime et vous avez probablement tous les ingrédients sous la main. Si vous n'êtes qu'une personne ou deux à la maison, vous pouvez penser que la préparation des repas n'en vaut pas la peine. C'est un sentiment que certains parents partagent une fois que les enfants ont quitté la maison. Même s'il n'y a que vous à la maison, vous méritez d'avoir des repas sains et le travail que cela implique en vaut la peine pour votre santé. Voici quelques conseils. Comme nous venons de l'évoquer, vous pouvez cuisiner en grande quantité et congeler les repas préparés en portions individuelles, par exemple des ragoûts ou des pot-au-feu. Pour les aliments comme la viande que vous n'utiliserez pas dans un avenir proche, congelez-les en petite quantité, par exemple 1 ou 2 poitrines de poulet dans un sac de congélateur. Échange de repas avec une amie. Vous préparez 2 plats de lasagne et votre ami prépare 2 plats de riz au poulet et vous échangez chacune l'un de vos repas. Vous choisissez des repas préparés sains à l'épicerie. Trouvez des moyens d'utiliser les restes. Par exemple, une poitrine de poulet. Jour 1, un repas chaud avec pommes de terre et légumes. Le jour 2, sur une grande salade verte. Le jour 3, hachée et mise dans un taco avec du fromage et des haricots frits. Collation. Voici quelques exemples de collation. Soit un muffin fait maison, une banane ou une poignée de céleri et de carottes avec du hummus. Alors, pensez à votre journée. À quel moment devriez-vous ajouter des collations? Quand avez-vous physiquement faim entre les repas? Lesquelles de ces collations ou d'autres idées vous permettraient d'être rassasié jusqu'au prochain repas? Vous trouverez un exemple de tableau de planification de repas à la dernière page du journal de réflexion, page 8. N'hésitez pas à consacrer un peu de temps à la fin de ce cours à l'élaboration d'un plat de repas pour vous-même. Voici un exemple de l'un des nombreux types de planificateurs de menus hebdomadaires que vous trouverez en ligne. Nous allons aborder 2 de celles-ci brièvement, les médicaments et la chirurgie. Les médicaments pour la perte de poids. Les médicaments contre l'obésité peuvent vous aider dans votre parcours de prise en charge de l'obésité lorsque les changements de comportement n'ont pas été efficaces ou durables. Les 3 médicaments approuvés par Santé Canada pour la prise en charge à long terme de l'obésité au Canada sont les suivants. La liraglutide, le naltrexone et l'orlistat. Ils peuvent contribuer à une perte et à un maintien de poids de 5 à 10 %. Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser tous médicaments. Ils peuvent être chers. De plus, si vous arrêtez, vous risquez de reprendre du poids. Nous allons parler d'Ozempic. Vous en avez probablement entendu parler car il est très populaire en ce moment. Il est préféré au Saxenda car il suffit de l'injecter 1 fois par semaine plutôt qu'1 fois par jour. Il offre également de meilleurs résultats en matière de perte de poids que les autres. Ribellus est le même médicament qu'Ozempic, mais il se présente sous forme de pilule. Il est cependant moins utilisé car la perte de poids est inférieure à celle obtenue par Ozempic. Le principal inconvénient concerne les effets secondaires tels que les nausées et les maux d'estomac lors de l'augmentation de la dose, mais ils cessent généralement lorsque vous atteignez la dose prescrite. 5 % des patients abandonnent à cause de ces effets secondaires, mais dans l'ensemble, les gens sont généralement satisfaits du traitement. Si vous décidez d'essayer Ozempic, il y a quelques points à ne pas oublier. Tout d'abord, votre médecin doit diagnostiquer votre obésité. Il ne peut être proposé à tous les patients ou à toutes les patientes. Le coût qui s'élève à environ 200 $ par mois
n'est pas couvert par le système des soins de santé, mais il peut l'être par certains régimes d'assurance maladie complémentaires. N'oubliez pas que ce médicament est plus efficace lorsqu'il est associé à une alimentation saine et à de l'exercice physique. Les résultats de la perte de poids peuvent varier d'une personne à l'autre. Vous pouvez espérer perdre jusqu'à 15% de votre masse corporelle. Une fois que vous bénéficiez de l'effet maximal, votre poids se stabilise et vous cesserez de perdre du poids. Et si vous arrêtez de prendre ce médicament, vous risquez fort de reprendre du poids. Vous pouvez demander à votre médecin si ce médicament ou un autre vous convient. Chirurgie d'amaigrissement. Si ni les changements de mode de vie ni les médicaments ne vous conviennent, la chirurgie peut être une possibilité si votre indice de masse corporelle est plus que 35. Il existe plusieurs types de chirurgie bariatrique au Canada. Il est important de noter que la chirurgie n'est pas une solution miracle et qu'elle nécessite des changements de mode de vie si vous voulez conserver un poids stable. Vous pouvez vous attendre à perdre environ 20 à 40% de votre masse corporelle, bien que les chiffres réels puissent varier considérablement d'une personne à l'autre. La chirurgie peut aider les personnes qui apprennent à adopter de nouvelles habitudes saines et durables à perte du poids. Elle nécessite aussi de prendre des suppléments de vitamines et de minéraux à vie afin de prévenir les problèmes de malnutrition. Toutes les interventions chirurgicales peuvent présenter des effets indésirables et des risques. Nous disposons d'un excellent document qui explique ce qu'est la chirurgie bariatrique. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou discutez-en avec votre médecin. Merci. Voici qui conclut notre présentation. Merci à tous et à toutes de votre participation. Si vous sentez que vous avez encore besoin de plus de soutien dans votre démarche, contactez le diététicien ou la diététicienne de votre région pour voir si vous pouvez obtenir un rendez-vous. Je vous souhaite bonne chance dans votre démarche de perte de poids.